C'est la rentrée des classes pour le gouvernement, le nouveau gouvernement du président Patrice Talon, le gouvernement qui s'est justement réuni en conseil des ministres ce mercredi 11 septembre de l'année 2019. Quels sont les défis qui attendent ce nouveau gouvernement? On en parle sur la causerie de ce jeudi. Avec nous sur ce plateau pour cet exercice, Gani Wanine, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique, merci de répondre présent à notre appel. À vos côtés, Elie Adjeran. Bonjour Elie. Bonjour Gilles Christ, bonjour Lali, bonjour chers téléspectateurs. Merci aussi de votre présence sur ce plateau. Charles Olympio Seboka, bonjour. Bonjour monsieur Gilles Christ. Vous êtes acteur politique, membre de l'Union progressiste. Merci de votre présence sur ce plateau aussi. Merci à vous, merci chers téléspectateurs. Voilà. Alors, on va passer en revue un peu les différents postes ministériels de ce gouvernement, notamment les nouveaux ministres qui ont fait leur entrée. Ils sont au total 6. Et hier, mercredi, je le disais, ils ont fait leur rentrée des classes, si on peut le dire ainsi. Je propose qu'on suive de nouveau ce point qui nous a été fait par Marouf Abulaboussari et Jean-Marie Kedelou sur les lieux. Ils sont sortis de ce premier conseil des ministres aguerris, motivés et déterminés à relever les différents défis de leurs départements ministériels respectifs. Les nouveaux ministres ont remercié le chef de l'État pour la confiance placée en eux en les appelant à travailler à ses côtés. Ils se disent prêts à réussir leur mission. C'est un honneur et une nouvelle occasion de pouvoir servir mon pays, de pouvoir contribuer à aider le chef de l'État à atteindre ses objectifs en matière de tourisme, de culture et d'art. Les moyens existent et c'est à nous, aux équipes, de nous mettre au travail pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Je prends l'entière mesure des enjeux. Le domaine qui m'est affecté, c'est un domaine d'un défi majeur puisque les mesures sociales sont véritablement attendues par les Béninois. On se sent honoré d'être appelé aux côtés du chef de l'État pour quand même imprimer avec lui sa vision. On pense relever le défi. Le secteur de l'éducation est un secteur qui a à cœur des priorités au niveau du chef de l'État et nous partageons ces priorités. C'est pour cela qu'un certain nombre de réformes ont été engagées. Donc nous allons contribuer à ses côtés à évidemment relever ces défis. On dit que le droit mène à tout. Et quand vous avez été avocat, ici vous convenez que je n'ai pas mal fait mon travail. Je crois que je vais avoir les ressources nécessaires pour animer une équipe vers le succès. Un conseil en point de sérieux et de rigueur. Les anciens ministres ayant fait jusque-là tout le parcours de l'actuel régime ont eux aussi remercié le chef de l'État pour les avoir reconduits et se sont engagés à continuer à travailler pour la réalisation du programme d'action du gouvernement. C'est vrai que moi je suis une ancienne dans le gouvernement. J'ai pu bénéficier de la confiance renouvelée du chef de l'État. C'est un honneur pour moi parce qu'il y a près de 11 millions de Béninois qui répètent à ma place peut-être. Et cela suggère des défis et nous allons les relever dans le domaine qui m'est confié pour accompagner le chef de l'État dans la réalisation du programme d'action du gouvernement et pour donner plus de satisfaction à l'ensemble des Béninoises et Béninois. Surtout améliorer leurs conditions de vie. La rentrée gouvernementale est déjà du passé. Les nouvelles recrues de l'équipe ainsi que les anciens membres retournent chacun à sa tâche. Objectif, accélérer la révélation du Bénin. Charles Olympio Seboka, quand on y voit bien, le chef de l'État n'a pas changé grand-chose. Qu'est-ce que cela traduit selon vous? Bon, merci madame. Il faut commencer par dire que M. Talon, le président de la République, est un homme fin de nature et il ne fait qu'avec des hommes fins. Alors s'il n'a pas changé grand chose dans l'équipe qui venait de faire un premier bilan avant d'aller au 4e gouvernement, et c'est parce que dans un premier temps, il faut dire qu'il avait d'abord mis le cap sur la confiance. Et il a estimé que ceux-là qui étaient déjà en train de conduire le navire avec lui étaient des hommes de confiance. Et qu'il faut donc voir ceux qui pourraient rejoindre le navire pour que l'ensemble constitue encore une force, une arme de développement pour le Bénin, comme il a tout le temps pensé. Et vous allez constater que ceux dont il a fait appel ne sont pas des moindres non plus. Quand vous voudrez bien que nous allons d'élément en élément, vous verrez que, bon, voilà, et si nous prenons par exemple un certain Jean-Michel Abimbo, là,
le ministre de la Culture, de l'Art, du Tourisme. Oui. D'abord, l'homme debout constitue une qualité que M. Talon est reparti chercher. C'est vrai que Jean-Michel Abimbola a siégé au gouvernement sous le régime du président Boni Yayi. Voilà. Mais avant d'en arriver sur lui, son cas, parce qu'on va prendre tout à l'heure les ministres cas par cas, est-ce que vous avez l'impression que ceux qui sont restés depuis 2016, ils sont un peu nombreux à être au gouvernement depuis 2016, c'est parce qu'ils sont justement à leur place, c'est-à-dire que c'est la prime à la compétence. Le chef de l'État les a maintenus à leur poste parce qu'ils sont compétents. Est-ce que c'est le cas? Justement, M. Gilles Christ, parce que aujourd'hui, les résultats, le bilan des 3 ans de passé nous donne, eh bien, cette conclusion-là. Parce que, avant que M. Abimbola, par exemple, ne vienne à la culture, il faut voir tout ce qui a été fait avec Oswald Homeki, qui déjà, eh bien, coordonnait ce département annexé à Abimbola et les activités de sport de la jeunesse. Alors, Abimbola, qui est venu maintenant dans son marigot, puisqu'il faut le préciser, était déjà quelqu'un qui a fait la culture et que les résultats sont restés. Et on a constaté que faire appel à une qualité de cette taille doit encore faire pousser le navire. C'est pourquoi on a fait appel. Très bien. Gani Wanide, vous avez certainement aussi vu l'architecture de ce nouveau gouvernement. C'est vrai que lorsqu'on annonce un remaniement ministériel, l'on s'attend peut-être à un grand coup de balai, mais ce n'est pas le cas depuis 2016. Quelle analyse vous en faites? Merci. Pour ma part, je trouve que c'est une nouvelle empreinte que le chef de l'État apporte à la gouvernance sur notre pays. Dans le passé, nous avions cette instabilité. Le remaniement venait à tout va. Donc, pour cette fois-ci, nous sentons que le chef de l'État a une équipe en qui il a totalement confiance et de temps à autre, il amène quelques retouches. Donc, voilà, si on ne peut travailler autour de la stabilité pour avancer. Vous ne pouvez pas, chaque 6 mois, chaque 1 an, mettre le pays dans une forme... Parce qu'il faut le dire, lorsqu'on parle de remaniement, ça arrête quasiment le pays. Et il y a les conciliabules, les gens... Voilà, plus personne ne travaille parce que même au-delà du ministre, les postes de nomination sont en jeu. Donc, je crois que c'est une bonne chose que le chef de l'État puisse garder cette architecture, quitte à ce que toutes les fois où quelqu'un ne répondrait pas en sa confiance ou au devoir qui lui impose, que cette personne-là puisse partir. Mais pour l'instant, nous sommes dans la bonne marche et je crois que c'est utile que nous continuions dans cette façon de faire. Elia Djiran. Justement, comme par le passé, on a compris que le président Patrice Talon a apporté une nouvelle configuration dans la gestion de l'exercice du pouvoir. Figurez-vous, depuis 2016, on n'a pas connu de grands bouleversements au sein du gouvernement. Ça voudrait dire qu'il a mis en place une équipe solide, des personnes de confiance avec qui il souhaite donc travailler. Et aussi, il faut mettre l'accent sur le mérite et la compétence. Parce que tous ceux qui sont à la tête donc, des différents ministères travaillent et nous voyons déjà leurs œuvres. C'est vrai que cette fois-ci, il n'y a pas eu de grands changements. Quelques ministères ont été juste découpés. Et juste, il y a l'entrée donc de nouveaux ministres au gouvernement. Donc, je crois pour ma part qu'il faut déjà travailler avec des personnes permanentes. Des gens avec qui vous souhaiteriez donc relever des grands défis et il ne faudra pas procéder à des changements. Sinon, comme par le passé, on pourrait déjà constater, comme déjà nous sommes déjà à l'orée de 2020 et les élections municipales s'annoncent, il faut donc faire adhérer des gens au gouvernement pour préparer une nouvelle élection comme par le passé. Donc je crois que ce n'est plus comme cela. Il faut déjà saluer ce courage-là que le gouvernement a et pardon, que le président Patrice Talon a à ses collaborateurs en les maintenant donc au même poste sur une période bien déterminée. Très bien. C'est vrai qu'il y a eu de nouvelles têtes, 6 entrées donc dans ce gouvernement. Et il a commencé à parler tout à l'heure de Jean-Michel Abimbola qui est revenu. Est-ce que vous pensez que c'est justement la recherche de la compétence, où qu'elle soit, qui traduit justement l'arrivée de Jean-Michel Abimbola au gouvernement? Bien évidemment, il le disait si bien, quand on prend la personne de Jean-Michel Abimbola, il véhicule déjà la culture à travers son accoutrement. Cette démarche, sa façon, oui bien sûr, son habillement. Oui. Parce que déjà, il n'est pas de nature à être
trop dans le style français. Parce qu'il veut déjà valoriser notre identité culturelle. Mieux, c'est quelqu'un qui connaissait la maison. Souyayi, il avait travaillé, nous avons vu ses œuvres. Et ce qui m'intéresse davantage, c'est que au cours de la passation des services avec le ministre Omeki, le ministre Omeki a pu lui rappeler déjà les travaux déjà effectués. Et déjà, en lui énumérant certains postes, lui-même il sait déjà que l'enjeu est du taille. Et il n'aura donc pas à faire moins que le ministre Omeki, parce que déjà l'enjeu est du taille à son niveau. Lui là surtout à son niveau avec l'activité menée déjà par le ministre Omeki, je crois que c'est grand, c'est gigantesque et on ne peut que l'inviter à maintenir le cap, à travailler, surtout à travers les points phares déjà énumérés. Il est donc indispensable pour lui donc de pouvoir travailler pour la cohésion et redonner une nouvelle image à la culture béninoise et surtout à travers le tourisme, parce que déjà le ministère a connu une nouvelle dénomination et déjà d'autres directions annexes ont été donc créées. Je crois que c'est déjà un effort très louable et on doit donc l'inviter à pouvoir travailler davantage à faire pérenniser donc ce succès culturel. Charles Seboka, pensez-vous également que l'enjeu est de taille pour Jean-Michel Abimbola? Bien sûr, madame, il faut préciser à chaque ministre entré que l'enjeu est de taille et de façon singulière à M. Abimbola que chez lui, il a de grands défis à relever. Et comme a eu à le mentionner. Il y avait eu Ange Nkoué. Voilà. Certaines personnes ont dû oublier. On a voilà. vu Komeki a été le premier ministre de la culture sous Patrice Talon. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et ce que Komeki est venu entamer et installer, et M. Abimbola aura le temps, la détermination à le parfaire pour que les Béninois constatent que vraiment par la culture, par le tourisme, que l'on peut accéder au vrai développement. Donc c'est ça même la préoccupation, ce que nous voudrions rappeler à M. Jean-Michel Abimbola. Et si vous le permettez, vous étiez en train de parler bien sûr de la qualité, de la compétence, de la confiance des individus, que le chef de l'État a en ces individus en leur faisant appel. Bien sûr, si nous allons par exemple encore sur quelqu'un que je veux nommer, M. Homer. On va y arriver tout à l'heure. Mais lorsqu'on se focalise un peu sur le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, il y a certainement beaucoup de choses à faire. Dans le programme d'action du gouvernement, le tourisme occupe une place de choix. Est-ce que vous pensez qu'il sera à la hauteur des ambitions de Patrice Talon? Bien sûr. Bien sûr que M. Abimbola serait à la hauteur des ambitions de M. Patrice Talon. Pourquoi? Parce que Jean-Michel Abimbola, d'abord, il faut le rappeler. Et Souyayi, il a eu à faire des merveilles au niveau de ce même département ministériel, comme le disait tantôt mon vis-à-vis. Et lui, de sa position actuelle par rapport au chef de l'État, il voit que le Béninois qui accepte d'accompagner M. Talon à cette époque n'a plus le droit à l'erreur. Et donc, une fois venu à ce département, il doit dans un premier temps revoir tout ce que M. Oswald a fait et puis aller se ressourcer encore sur les objectifs privilégiés, c'est-à-dire les objectifs, j'allais dire, primordiaux, voilà, du PAG et ne pas passer à côté de la plaque. Et donc, c'est un monsieur en qui nous avons confiance et que nous savons bien qu'il va y arriver. Très bien. Gani Wanidé, le tourisme, c'est un secteur promoteur, enfin, ça permet aussi à l'économie nationale d'avoir un souffle. Et le chef de l'État a pour ambition de révéler davantage le Bénin. Le verbe révéler, ça passe essentiellement par le tourisme. Et si on parle du tourisme aujourd'hui, c'est Jean-Michel Abimbola. Est-ce que vous avez l'impression qu'il sera à la hauteur de la tâche? L'homme, on le sait, il est compétent. Est-ce qu'il sera à la hauteur de la tâche? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Je crois que de plus en plus, les gens ne deviennent plus ministres au Bénin juste pour leur carnet d'adresse. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un défi à relever. Et le secteur culturel, pour ma part, moi, j'ai toujours perçu que cela comme un secteur quelque peu délaissé. Et sous même l'ancien ministre Oswald, qui occupait ce poste, j'ai eu le sentiment qu'il était beaucoup plus à cheval dans le monde sportif. C'est heureux qu'aujourd'hui que le chef de l'État ait la belle idée de scinder pour confier ce portefeuille-là à quelqu'un, comme mes prédécesseurs l'ont dit, qui inspire par sa façon, par son paraître déjà à la culture. Et puis, le PAG prévoit énormément de choses.
On parle de rapatriement des biens culturels. Oui. On parle... c'est tellement de choses et il a beaucoup de choses à faire. Et moi, je veux profiter donc de ce plateau pour l'inviter, surtout, à nous définir une politique culturelle claire. Et quand je parle de culture, nous parlons littérature, nous parlons de certaines choses. Du cinéma, du théâtre. Moi, je parlais avec Ignace Tchou la dernière fois. Oui. Et dans nos confidences, voilà, ce sont des gens qui ont tout le temps aimé cette culture et comme beaucoup, il n'est pas trop content de la façon dont les choses se passent. Il a le sentiment que les choses peuvent aller mieux. Donc si le ministre Jean-Michel Abimbola aujourd'hui peut relever ce défi et nous permettre donc d'avoir un rayonnement culturel, ça ne serait que profitable. Et j'en finirai là-dessus. Oui. Je souhaite que pour une fois, quand on parle de culture, que les gens nous aident à avoir une certaine visibilité du point de vue de la littérature. Parce que quand on parle de culture, il y a aussi de la littérature. Et nous, le Bénin, parle très peu de lui à l'extérieur en matière de littérature. Merci. Elia Djiran. Oui, c'est vrai, il disait tout à l'heure que, comme par le passé, qu'on a compris que le ministre Omeki s'est beaucoup plus investi dans le secteur sportif. Je pense pour ma part que ce n'est pas que ça. Quand on a plusieurs départements, c'est plusieurs actions menées. Certes, il y a quand même une détermination, mais cela dépendra aussi des acteurs eux-mêmes. Et on ne peut que dire aujourd'hui qu'il a relevé de grands défis. Et je crois que la tâche est immense. C'est pour ça, pour ma part, je dirais que déjà, il avait de pain sous la planche, mais je dirais même que Abimbola a aujourd'hui le pain sur la planche. Parce que là, il est appelé à faire un travail magnanime. Il doit véritablement se mettre à la tâche et venir relever ce grand défi. Il ne doit pas faire moins que le ministre Omeki, il doit faire pérenniser. Et déjà, il a énuméré au cours de la passation, il a parlé également du secteur du Bubédra. Il a parlé de la maison des artistes, qui déjà sont en route. Donc je crois qu'aujourd'hui que beaucoup de choses sont en train d'être faites et nous devons quand même les inviter à faire pérenniser. Maintenant, l'autre chose que je voulais donc rappeler, donc toujours dans le secteur de la culture, quand vous prenez aujourd'hui même la DEFAC, la direction du Fonds des arts et de la culture, beaucoup d'actions sont également menées et le ministre Omeki invite aujourd'hui, je dirais, son successeur à pouvoir permettre aux artistes, aux vrais d'ailleurs, à bénéficier donc du fonds pour pouvoir donc travailler pour la promotion de la culture. Parce que par le passé, on a compris que c'est par affinité. Les ayants droit n'ont pas accès au financement et ils prennent l'argent pour aller donc les gaspiller. Je crois que c'est fini la gabegie, c'est fini le désordre et c'est fini donc la pagaille dans ce secteur-là. Nous sommes à une ère où aujourd'hui, nous sommes appelés à vendre la culture béninoise à l'extérieur. Où déjà, lorsque nous traversons les frontières, quand on dit béninois, on le remarque à travers donc sa culture. Et je crois que le ministre Abimbola est appelé à travailler davantage pour essayer donc d'éclore ce défi-là, tant attendu par le ministre et par le président Patrice Talon, prévu déjà dans son programme d'action du gouvernement. Au ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, Hervé Khachoumé qui revient, il n'est pas nouveau à ce ministère. Charles Olympio Seboka, Hervé Khachoumé a commencé le gouvernement avec Patrice Talon déjà en 2016 à ce même département ministériel. S'il revient, qu'est-ce que ça signifie? Bon, monsieur Gély-Christ, vous-même, vous voyez, la réponse elle est claire. Non. Et si monsieur Khachoumé revient au département des infrastructures et des travaux publics, c'est d'abord qu'il faut le repréciser que monsieur Talon fait avec des hommes de confiance et des gens compétents. Voilà. Il faut partir sur ces deux piliers-là. Si vous n'êtes pas un homme de confiance à Talon, il ne vous fait pas appel. Et s'il ne sait pas que vous êtes compétent, il ne va pas vous faire appel. Monsieur Khachoumé, d'abord, au-delà même du département des infrastructures, est quelqu'un qui bien proactif, il faut le préciser. Je dis bien proactif et présent dans tout ce qu'on lui demande de faire. Et en matière de capacité à s'adapter aux situations nouvelles, en matière de capacité à atteindre les objectifs qui lui sont indiqués, eh bien, M. Khachoumé constitue une arme pour le chef de l'État. C'est pourquoi il a fait appel pour revenir à ce département pour que les objectifs les premiers
qu'ils se sont fixés puissent être atteintes. Quand vous êtes à la genèse de quelque chose et qu'on vous dise nous devons obligatoirement atteindre de tels objectifs, vous avez l'obligation morale de faire feu de tout bois pour que les dits objectifs soient atteints. C'est ça cet appel à M. Héromen. Et vous vous rendrez compte que au niveau de ce département, beaucoup de choses seront parfaites. C'est un peu ça, voilà. Quels sont les chantiers qui attendent Héromen, Ganiou? C'est un secret de polichinelle aujourd'hui que de dire le Bénin en chantier. Voilà. Et c'est son secteur, par excellence. Voilà. Donc, moi j'ai le sentiment que, au-delà des polémiques qui avaient eu lieu lors de son départ, en vérité, la confiance n'avait jamais disparu. Voilà. Et c'est pour cela que, lorsque le chef de l'État a senti le besoin donc, de l'avoir à nouveau à ses côtés, sans aucune hésitation, il l'ait fait. Donc tant mieux. Nous espérons simplement que tout ce qu'on a annoncé, tout ce qui a été entamé, que sa présence participe donc à dynamiser cela. On a parlé Il y a la question de l'asphaltage qui est primordial. Oui. Hein. On a entamé ça dans presque tous les coins de rue. Il va falloir que ça s'achève. Justement, il y a les stades lancés, il y a les hôpitaux. On dit que dans tous les secteurs, le péage est en mouvement. Les grands travaux sont lancés. Donc, espérons que ça soit un souci de concrétisation, effectivement, de toutes ces œuvres qui a nécessité l'appel de M. Héromen à ce poste ministériel à nouveau. Et on espère que sa présence, effectivement, va booster, va nous permettre, puisque tout ce qu'on veut, tout ce qu'on dit aujourd'hui, Patrice Talon ne sera célébré, sera porté au triomphe que lorsque tout ce qu'il a entamé serait effectivement exécuté. On a eu de par le passé des chantiers lancés et puis sans suite. Sous lui, sous la rupture, nous espérons que ce sera vraiment une rupture avec ces anciennes pratiques et que tout ce qui a été lancé sera achevé. Voilà. Très bien. Oui, moi pour caricaturer, je parlerai d'un repère, 0, qui part de moins infini à plus infini, parce qu'on a compris que le ministre Héromen est resté en amont dans les activités du PAG, revient à 1.0 et va perpétrer jusqu'à plus infini. Parce que figurez-vous, l'autre aspect qu'on a toujours oublié lorsqu'on parle du ministère des Infrastructures, c'est le volet du port autonome de Cotonou, qui représente un poumon économique. Figurez-vous, on a participé, l'ancien ministre, c'est-à-dire lorsqu'il était encore au gouvernement, avait travaillé pour la rénovation du port autonome de Cotonou. On a parlé de l'extension et de la création de nouvelles applications pour pouvoir accepter de nouveaux navires au sein donc de notre port. Ça voudrait dire qu'on est en train de vouloir travailler pour donner une nouvelle image à l'économie à travers le port de Cotonou. Qui aujourd'hui, les gens sont là et font de grands travail qui aujourd'hui n'est pas en réalité perceptible. Maintenant, quand on revient aussi dans le secteur des hôpitaux, on parle aujourd'hui des infrastructures. Le ministre Héromen connaît bien la maison et déjà ce qu'il veut d'abord saluer, c'est déjà la confiance et déjà son humilité. Parce que ce n'est pas facile. Figurez-vous que quelqu'un qui soit dit à ce ministère soit déjà remercié. Et déjà, avec beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses ont été dites sur sa personne. Et aujourd'hui, il est resté au gouvernement. Au côté, c'est un fidèle serviteur. C'est un monsieur en qui le chef de l'État a vraiment confiance. D'ailleurs, avant sa nomination, il était conseiller technique. Bien évidemment. Et c'est là l'humilité, la qualité de l'humilité du monsieur. Bien qu'étant élu député à l'Assemblée nationale, il l'a laissé, il est resté auprès donc de son maître. Ça voudrait dire que nous devons prendre exemple sur ce monsieur-là et inviter tout le monde à faire pareil, à travailler vraiment, pas pour des intérêts présentiels, mais pour l'objectif, pour atteindre des objectifs du développement durable. Et c'est ça aujourd'hui le grand défi des grands ministres. Et aujourd'hui, on doit les inviter donc à travailler dans ce sens-là pour pouvoir mériter et travailler vraiment pour éclore le volet du PAG
qui est donc en perspective. Charles Olympio Seboka, la route du développement passe par le développement de la route, dit-on. Il y a par exemple sur le dossier du ministre Homé, ça l'attendait presque, le bitumage du tronçon Djougum-Peonko-Kéru-Banikouara, on en a parlé récemment sur ce même plateau. Il y a l'aménagement de beaucoup de pistes sur les travaux connexes, par exemple de la centrale électrique de Maria Gleta, la construction d'un hôpital de référence à Bomé-Calavi et un peu partout. Beaucoup d'infrastructures qui sont là et qui attendent d'être concrétisées. Est-ce que le défi n'est pas aujourd'hui à l'achèvement vraiment pour qu'on n'ait pas des éléphants blancs? Oui, monsieur le journaliste, et de par votre occasion, il faut rassurer les téléspectateurs, l'ensemble des Béninois que c'est vrai que le défi est de taille pour le ministre Heromé qui est revenu à ce département ministériel et qu'il faut souligner que l'homme connaissant déjà tout ce qui a été prévu au niveau de toutes ces pistes que vous venez d'énumérer, que ce soit la construction des hôpitaux et les bitumages de routes dans le nord et tout ça, et je vous dis, c'est parce que si l'on pourrait se substituer au chef de l'État, c'est parce que l'on s'est dit à un moment donné que M. Heromé, revenu à l'étape actuelle des choses, pourrait faire avancer les travaux pour que les résultats soient atteints dans un temps record qu'on lui ait fait appel. Il faut repréciser ça. C'est pourquoi quand le cher ami parlait du dynamisme qu'incarne M. Heromé, qu'il ne faut pas donc le négliger. Et il ne faut pas oublier aussi que le chef de l'État a pris un certain nombre de résultats du passé qu'il a eu réalisés pendant le temps qu'il est passé à la tête de ce même département. Et qu'il s'est dit, eh bien, l'homme, on a encore besoin de lui pour aller loin et pour aller plus loin. Et c'est pourquoi c'est l'occasion de dire à nos téléspectateurs et à nos compatriotes que M. Patrice Talon, le chef de l'État, réellement ne fait pas avec des opportunistes. Quand il sent que vous êtes bon, il vous appelle pour une mission précise. Et ce, pour le développement véritable. Il n'a pas la nomination facile aussi. Il n'a pas la nomination facile aussi. D'accord. Oui. Gani Wanide, il y a l'aéroport de Glodibé qui sera construit. Ça les aussi, logements sociaux. Les logements sociaux, bien sûr, à Bomé-Calavi. C'est de grands travaux. Effectivement. Et vous faites bien de le rappeler, l'aéroport de Glodibé. Ce débat-là a semblé disparaître de la mémoire des Béninois. Peut-être qu'avec l'arrivée de Heromé, nous entendrons à nouveau parler de cela. Et les logements sociaux, effectivement. Donc, vous voyez, ça prouve que le ministre des Infrastructures, Patrice Talon, ça doit être quelqu'un un pion essentiel, central, sur qui le chef de l'État doit s'appuyer pour avancer. Parce que la plupart ou la grande partie de ce programme d'action du gouvernement est assez sur ce ministère-là, finalement. Le Bénin, enfin, l'aspect physique du Bénin changera fondamentalement si le ministre à ce poste-là est dynamique, compétent et proactif. Parce que imaginez tout ce que vous ouvrez le pillage et tout ce que vous voyez à l'intérieur, imaginez même que sont 10%, 80% soient exécutés. Ben, ceux qui ont quitté le Bénin il y a 20 ans, quand ils vont y revenir, se diront, mais je suis où là? Donc espérons simplement que ce ministre, effectivement, tel que les gens parlent de lui, soit, enfin, répondre à la réputation qu'on lui donne. Elia Djeran, tout à l'heure, Gilles Christ parlait de l'achèvement. Nous sommes à l'heure de l'achèvement. Il ne faut pas avoir des éléphants blancs. Pensez-vous qu'Hervé Heromé, à la hauteur, il est proactif, comme le dit Ganiou? On dirait même que dans l'agenda du chef de l'État, Patrice Talon, il n'y a pas d'éléphant blanc. Figurez-vous, tous les anciens chantiers abandonnés sont actuellement en train d'être réalisés. Et je crois qu'il faut des missionnaires, il faut des disciples pour venir donc les réaliser. Au nombre de ces disciples figure... Parce qu'à la fin, c'est le chef de l'État seul qui répondra. Bien évidemment. Et il est en train de respecter son cahier du charge. Le choix, s'il porte son choix sur quelqu'un, c'est qu'il va en répondre lui-même. En effet. Donc je crois que
il n'y a plus d'éléphant blanc. Nous sommes en train, donc, le gouvernement est en train de travailler, bien évidemment, pour faire atteindre ces objectifs-là à travers le ministère des Infrastructures. Et ce que je voudrais aussi inviter le ministre Romeki et le ministre Réhomé, pardon, à voir, c'est de tourner davantage un regard vers le port autonome de Cotonou. Je le dis si bien parce que déjà, quand on nous compare aujourd'hui notre port, bien évidemment, parce que c'est le poumon de l'économie. Parce qu'en fait, on a compris que plusieurs secteurs sont déjà laissés pour compte. Et déjà, on n'a pas un regard. On pense toujours que c'est la route, mais il y a aussi le volet maritime. Il faut donc aussi prendre en compte, en effet. Oui, pour ajouter un mot à ce secteur-là, puisque c'est le cas de le rappeler, on nous avait parlé donc du second pont de Porto-Novo. J'espère, moi, fils de Porto-Novo. D'accord, on verra bien. Mais il y a aussi le ministre de la Communication des Postes, Maître Alain Orunla, avocat chevronné que tout le monde connaît, qui est devenu ministre. Et il le disait à l'occasion de sa prise de fonction qu'il est un bébé au gouvernement, même s'il est expérimenté dans d'autres secteurs. Je reste avec vous, Gani Wanidé. C'est lui qui va gérer le secteur de la communication et de la poste. Qu'est-ce qu'il attend? Oh, déjà, avant de dire ce qu'il attend, je dois dire que c'est un maître de la parole. Écoutez, que l'on l'aime ou pas, qu'on critique ses postures passées ou pas, il est à son poste. C'est-à-dire que son profil, sa compétence sont en parfaite harmonie avec ce qu'on lui confie comme département ministériel. Donc, moi, je ne doute même pas un seul instant que, en tant que ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qu'il ne réussira pas la mission à lui confier par le chef de l'État. Donc, peut-être que c'est le lieu de redécouvrir donc des ministres porte-parole plus dynamiques, comme l'avons connu de par le passé. J'ai en mémoire Gaston Zossou. Voilà. Donc, peut-être que nous rentrerons encore à nouveau dans ce genre de style où on a du plaisir à écouter, on a du plaisir à vendre le Bénin quand on a quelqu'un qui incarne la parole du gouvernement. Maintenant, par rapport à son poste ministériel, ministre de la Communication, nous attendons à ce qu'il soit un ministre de la Communication qui travaille plus à garantir les libertés dans la presse, qui accompagne le chef de l'État à donner une belle image telle que c'est fait depuis plusieurs années du Bénin en termes donc d'espace où les libertés sont respectées, la parole est libre et le débat démocratique se passe comme cela se doit. Voilà. Charles Sebouka, quels sont les défis qui attendent Maître Alain Orunla? Bon, Madame la journaliste, vous savez, l'arrivée de Maître Alain Orunla au gouvernement vient confirmer aussi la capacité du chef de l'État, M. Talon Patriste, à réussir sa mission de réformateur, de réconciliateur. Alors, puisque c'est Maître Alain Orunla qui, dans ce lot, vient justifier l'État ou la possibilité chez le chef de l'État à réussir cette mission de réformateur et de réconciliateur dont je parlais. Puisque cette nomination vient confirmer l'aspect technique et politique de l'actuel gouvernement. Pourquoi? Je m'explique en tant que politique. Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État est dans une dynamique de réussir à mettre les grands ensembles dans le pays. Je veux parler d'entités politiques et ces grands ensembles aujourd'hui, nous ne parlons que de l'Union progressiste et du bloc républicain pour que les choses aillent plus vite. Alors, nous connaissons l'origine de Maître Alain Orunla. Nous connaissons l'origine aussi d'un certain nombre de ministres qui sont venus au gouvernement. Alors, pour qu'il n'y ait plus de débat qui va donner naissance à ce que la balance se retrouve d'un côté et que cela, le chef de l'État a dit, bon, il faut équilibrer les choses. Il faut se dire que
toutes les entités sont importantes et il faut aller dans ces entités qualité pour faire leur promotion. Alors, Maître Alain Orunla, comme le disait tantôt M. Ganiou, c'est un homme de la parole. C'est un avocat. Un avocat, son job, son savoir-faire, c'est la parole. Alors donc, on sait qu'avec Maître Alain Orunla, on réussira à mettre tous les acteurs de la communication ensemble pour le développement de ce pays. Que ce soit dans votre secteur de la télécommunication, que ce soit dans votre secteur de la presse écrite, que ce soit dans tous les secteurs de la communication, l'objectif sera de réussir à mettre ensemble tous les animateurs, tous les acteurs de ce secteur pour que le véritable développement du Bénin par ce secteur soit pensé. C'est vrai qu'il y a actuellement un regard très pointu sur les opérateurs GSM qui semblent parfois ne pas considérer trop les consommateurs que nous sommes. Le gouvernement qui remet un peu progressivement les pendules à l'heure, ça sera à lui, Maître Alain Orunla, de veiller scrupuleusement à cela. Absolument, M. Gilles Christ. Maître Alain Orunla saura par où prendre ces opérateurs GSM et autres acteurs et autres opérateurs, si vous permettez cette tautologie-là, pour que beaucoup de choses rentrent dans la maison, rentrent au niveau de ce département, pour qu'on ait de quoi développer notre cher Bénin. Elie Adjérand, il faut un homme qui peut amener les citoyens au respect strict des tests. Et Maître Alain Orunla est là. Effectivement, lui-même l'a dit, que le droit mène à tout. Il est aujourd'hui à la tête du ministère de la Communication. C'est un monsieur qui vraiment séduit. Pas séduit juste pour séduire, mais il dit des choses très intéressantes. Et notamment à l'occasion de sa prise de fonction, il a dit qu'il va veiller à une presse plurielle, compétente et responsable. Trois adjectifs qualificatifs très forts. Non? Et qui ne viendra pas forcément que fustiger, mais viendra construire. Il ne faut pas dire pour dire. Il faut dire des choses pour construire. Quelle est la faisabilité? La faisabilité, c'est pour dire qu'en réalité que certains médias qui se mettent dans la posture de pouvoir envoyer des messages inutiles pour essayer de déstabiliser tel acteur politique, tout ça, il faudrait que les médias reprennent en réalité leur posture destinée à l'information et la vraie. Il ne faut pas dire de n'importe quoi, il faut pouvoir travailler pour le développement de la nation. Et déjà, quand on prend la personne de M. Orunla, on comprend qu'au fait qu'il a aussi, c'est-à-dire dans son département, le secteur des postes et de la télécommunication, qui depuis longtemps a été toujours un grand domaine, mais qui a été laissé pour compte. Je crois que c'est l'occasion déjà pour ce ministre de venir travailler à travers aussi bien son directeur qui pourra donc l'accompagner à relever ce grand défi. Mais ce qui m'intéresse aussi chez l'homme, c'est que en tant qu'acteur politique, on a compris que un peu même avant les élections, il a toujours travaillé. Ce n'est pas qu'il ambitionnait forcément un poste ministériel, mais il a d'abord travaillé de façon neutre en tant que citoyen. Une fois rentré au pays, on comprend que c'est un monsieur qui pourra donc l'accompagner. Et je me dis, en tant qu'avocat, même aujourd'hui à la tête du ministère de la Communication, le droit s'impose. Pourquoi? Parce que dans la méconnaissance de l'usage des tests en matière de communication peuvent amener certaines personnes à tomber sous le coup de la loi. Donc je crois que c'est l'occasion pour lui de pouvoir concilier aussi bien droit et médias pour pouvoir relever donc ce grand défi. Donc je crois que le président Patrice Talon a déniché un monsieur qui pourra l'accompagner avec que la télévision numérique terrestre aussi s'annonce, bien évidemment, voilà. Mais il a su bien faire en divisant ces deux secteurs, en confiant désormais à madame et Aurélie, voilà, bien sûr, Adam Soulé Zoumarou, le secteur de l'économie numérique, pour pouvoir développer de nouvelles aptitudes, pour répondre donc au grand rendez-vous du numérique. Allons à l'université avec Eleanor Yaïd Ladékan, qui gère désormais le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ganiou Anidé, dans ce département ministériel, il y a beaucoup de réformes qui sont en cours, même dans les universités publiques, beaucoup de choses se font, dans l'enseignement supérieur privé aussi. Et Eleanor Yaïd Ladékan n'a même pas attendu la rentrée d'hier avant de prendre une première note de service pour inviter les promoteurs d'établissements privés à venir compléter leur dossier pour ne pas voir fermer leur établissement comme cela avait déjà été annoncé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça prouve combien elle prend la mesure de la tâche qui l'attend. C'est l'un des
poste ministériel dont le changement de tête, moi, particulièrement, m'a surpris parce que j'ai tout le temps suivi la ministre sortant. Et j'ai eu le sentiment. Vous en étiez amoureuse Presque. Ah, d'accord, oui. Non, mais de la capacité qu'elle avait à aller tout le temps au-devant des défis. Oui. Et j'ai eu le sentiment, et cette dame, moi, je l'ai connue pour la toute première fois quand elle présentait le programme d'action du gouvernement. Non, pas du gouvernement, de M. Patrice Talon en tant que candidat à l'époque. D'accord, dans son projet de société. C'est elle qui a présenté tout ce qui concernait donc l'enseignement supérieur. Oui, d'accord. Et donc, quand elle en parle, on sent qu'elle sait de quoi elle parle. Elle sait bien parler de ce dont elle parle. Mais qu'est-ce qu'elle a dû léguer à Eleonore Yayi? Un secteur assez... Pour que vous en soyez amoureux. Un secteur assez colossal, et le dernier défi auquel elle faisait face, c'est la gestion donc des attributions au niveau des établissements et universités privées. Oui. Et je crois que c'est un secteur, franchement, elle a mis un coup de balai extraordinaire. Oui. Des gens avaient le diplôme, en 6 mois on avait une licence rapidement ou un master, c'était de la pagaille totale. Elle est venue avec son équipe, je vous assure, c'est une nation de salubrité qu'elle a mis dans ce sens-là. Vous n'êtes pas sans savoir, rentrons même à l'université publique, des directeurs de département, de départements qui sont arrêtés aujourd'hui parce qu'on parle de trafic de notes, etc. C'est-à-dire qu'avant elle, jamais un ministre à la tête de l'enseignement supérieur n'a mené de pareilles actions. Donc c'est pour vous dire, c'est un secteur qui est important, capital. C'est elle qui a permis la répartition des universités aujourd'hui. Et pensez-vous que Eleonore Yayi, la décan, est bien va pouvoir continuer? Oui, j'ai le sentiment parce qu'elle est d'une façon ou d'une autre restée un peu dans le monde universitaire, elle aussi, donc elle connaît bien ses dossiers. Et je crois que sa tempérance, sa façon d'être permet aussi d'espérer que la même tenue soit au rendez-vous. Charles Seboka, c'est vrai que Marie-Odile Latanasso a balisé le terrain pour Eleonore Ladécan. Oui, madame la journaliste, il faut bien dire que l'arrivée de Ladécan est très opportune. Et Odile Latanasso, nous devons la féliciter pour qu'elle ait fait un travail de titan, un travail de gladiateur pour baliser le terrain à Ladécan. Ladécan aussi qui n'est pas des moindres, puisqu'il faut partir en arrière pour savoir qui est Ladécan, Yayi Eleonore. C'est vrai que des gens ont fait des interprétations pour dire, voilà, et on est allé de la sortie de telle troupe pour pouvoir fragiliser, en tout cas plein de commentaires sur la toile et tout. Mais moi, de ma posture de politique et de ma position, de celui qui dit bien, suit le chef de l'État par rapport à ses objectifs, par rapport à ses résultats, il faut confesser au peuple béninois et aux téléspectateurs que M. Talon sait qu'avec une femme comme Eleonore Yayi, qu'on pourrait parfaire ce que Odile Latanasso a entamé. Pourquoi? Parce que Ladécan, ancienne décousse, et puis ancienne ministre à l'enseignement maternel et primaire sous Yayi, et puis actuellement vice-recteur. Donc elle connaît la maison universitaire. Elle connaît tous les paramètres, tous les circuits qu'il faudra donc emprunter pour pouvoir mieux faire les choses pour que Talon ait un résultat bien élogieux en fin de son mandat. C'est pourquoi on lui a fait appel. Elle a le mérite, elle va bien assumer son poste. Nous avons confiance en elle et nous ne pourrons que l'encourager à mieux faire pour qu'à la fin réellement le Bénin traite
triomphe dans Et ce secteur-là. ce n'est pas souvent facile de gérer des savants, des intellectuels, parce que tout le monde réfléchit beaucoup. Et on sait que dans l'enseignement supérieur, c'est le domaine de la recherche, de la science, et avec aussi des étudiants qui ne sont toujours pas amoureux de leur ministre ou de leurs autorités, tout simplement. C'est une patate chaude presque pour le nom Yaïla Dekano, Elia Djiran. Bien évidemment, et je crois que l'un des grands défis qu'elle est appelée aujourd'hui à relever, c'est déjà l'injustice, si je puis me permettre, que beaucoup d'enseignants ont dénoncé pour le poste du CAMES. Parce que pour être aujourd'hui, pour avoir l'agrégat, pour être titulaire aujourd'hui à l'université, beaucoup ont vu leur dossier délaissé, ils n'ont pas pu réussir, tout ça. Donc je crois que en étant dans l'ombre, troisième vice-recteur de l'université, elle était au pare-feu des grands dossiers donc, du secteur du ministère de l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, elle a la chance d'être à la charge. C'est l'occasion pour elle, en réalité, de dire ce qui n'avait pas été fait, nous sommes là pour le faire et les améliorer. Ce qui a été fait peut donc être amélioré. Il n'y a pas d'œuvre parfaite, mais il n'y a pas également des hommes parfaits. Il n'y a que des hommes qui s'améliorent au quotidien. Et je crois que, au-delà même des rumeurs, je crois que les gens lui ont même offert une occasion de venir réussir sa mission. Parce que une nomination qui devient un peu troublante, qui fait appel à donner, à des appels ou à des interprétations sur la toile, je crois que ça va l'inviter à dire, mais écoutez, on m'attendait, aujourd'hui je suis là, mais j'étais si importante qu'aujourd'hui ma nomination crée autant de polémiques. Je crois qu'elle est invitée à travailler davantage, à relever ces grands défis. Aussi, ce qu'elle elle a appelé à faire, c'est de pouvoir aussi inviter ses collaborateurs à plus de sérénité. On voit le chef de l'État là en image, tel maître de cœur qui s'adresse à son équipe, non, je crois, comme si c'était une chorale. À l'entame, vous l'avez bien dit. Je suis la rentrée du gouvernemental. Donc je crois que c'est l'enseignant devant. C'est une caricature. En effet, il n'a rien à leur enseigner presque. Alors, on va poursuivre avec les deux autres ministres qui ont fait leur entrée. Ce sont deux grandes dames, Véronique Tony Fodé aux affaires sociales et de la microfinance, et puis Sadia Assouma à l'industrie et au commerce. Charles Olympio Seboka, ça fait deux dames qui font leur entrée au gouvernement. Et à toute fin utile, sur 24 ministères, nous avons 5 femmes. Oui, bon, il faut commencer par parler de ces deux dames-là. Oui. Il faut dire que ce n'est pas pur hasard qu'on est allé les chercher. Oui. Et j'ai eu à beaucoup suivre la dame Véronique, celle qu'on a envoyée au microfinance, qui, depuis les campagnes, puisqu'elle était candidate aux élections législatives, je crois, dans la 16e circonscription électorale ici, où je suis aussi. Donc, elle a eu à dire beaucoup de choses aux électeurs. Elle a eu à dire qu'une fois élue au Parlement, qu'elle va beaucoup militer pour qu'il y ait ci, pour qu'il y ait ça. Et je vois que l'on lui a retourné l'ascenseur. On lui a dit, bon, vous aviez voulu vraiment servir la République au Parlement, mais on vous donne la possibilité de venir mieux le servir, je veux parler du peuple, mieux le servir maintenant au niveau de ce département. Donc elle a un grand défi à relever. L'autre qui est allé atterrir, voilà, Assouma qui est allé atterrir au ministère de l'Industrie, et c'est sûr que Assouma, on la connaît dans ce domaine et qu'on la connaît capable de pouvoir faire quelque chose dans ce domaine. Surtout que à la passation de charges, elle aura regard sur les objectifs qui l'attendent et qu'elle va pouvoir concilier ses capacités à ce qui l'attend là, pour le bonheur du peuple béninois. C'est ce que nous attendons. Gani Wadjide, ces deux départements ministériels participent, enfin l'un au social, l'autre un peu à l'industrie, au commerce. Ça s'adresse tout simplement aux personnes, aux petites gens peut-être. Oui, forcément. Quand on parle de microfinance, oui, c'est déjà un secteur important et il y a aujourd'hui on parle de nouvelles, de microcrédits, nouvelle génération avec etc. Donc elle aura certainement donc la charge de développer davantage, de rendre visible cette action-là dans ce secteur. Et puis, parlons de l'industrie.
nous savons que le Bénin en a suffisamment besoin par ces temps-ci, où il y a fermeture de frontières par-ci, etc. Donc le Bénin, nous avons fait ce débat il y a quelques jours pour dire que le Bénin doit travailler à rendre son économie plus performante, résiliente face à ces genres de chocs, aléas qui peuvent naître de partout. Et donc, ces deux postes ministériels donc, qui doivent avoir toute leur place dans ce gouvernement et espérons simplement que ces deux dames-là, de par leur dextérité, de par charme également, soit à la hauteur de travail. Bon, en revenant au ministère des Affaires sociales, je dirais que les graines de baobab sont déjà devenues aujourd'hui des baobabs. Parce que déjà, on a compris que... Oui, non, mais déjà, on a vu Madame Véronique à l'œuvre. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment le principe que véhicule aujourd'hui la charte des partis politiques. Oui. Qui aujourd'hui, on amène les gens à aller à l'école de la politique. Vous comprenez? Elle est issue donc de l'Union progressiste. Et on a compris que un peu du début des campagnes jusqu'à la fin et même à la distribution des postes, on comprend que l'Union progressiste est vraiment dynamique sur le terrain. Et déjà, la dame a travaillé et aujourd'hui, le chef de l'État a pu dénicher une dame qui peut revenir à la tête. Une dame qui aime le social, qui revient à la tête du ministère des Affaires sociales. Je crois que le social qui est inscrit dans le programme d'action du gouvernement pourra donc se réaliser. Figurez-vous, on a également associé cela parce que le projet Arche est déjà lancé. Et on a besoin des personnes qui connaissent un peu la maison, qui pourraient donc travailler. Je crois que Madame Sadia Souma. Non, Madame Taro, l'ancienne ministre, voilà. Voilà, merci, j'y arrive. Connaissait, avait aussi travaillé et il lui a laissé quand même des résultats plus ou moins satisfaisants. Oui. Donc aujourd'hui, elle est donc invitée à faire pérenniser. Maintenant, à revenir au ministère du tourisme et de l'industrie et du commerce, on a également, voilà, bien évidemment, on comprend aussi que le secteur secondaire, l'industrie, est également concernée par ce ministère et déjà elle est appelée à l'heure de la diversification de notre agriculture à travers donc de nouveaux produits de rente, qu'elle puisse donc relever un grand défi pour améliorer donc ce secteur tant attendu par le président Patrice Talon. Charles Seboka, intéressons-nous maintenant à l'aspect politique de ce gouvernement. Quelle est sa dimension? Alors, comme j'ai eu à le dire brièvement, je disais que c'est une équipe technico-politique. Pourquoi? Parce que le chef de l'État a réussi à mettre toutes les deux entités ensemble en harmonisant un peu les choses. C'est-à-dire les responsables au niveau de chaque département sont issus des formations qui sont représentatives sur le terrain politique national. Alors, pour aussi atteindre ces objectifs, le chef de l'État a eu confiance en ces hommes perchés de part et d'autre pour que l'œuvre entamée, comme il a eu à le mentionner, soit poursuivie et achevée. Et donc, ce ne serait que pour le bonheur du peuple béninois. Nous ne pourrons que l'encourager et nous disons courage au chef de l'État parce que nous sommes toujours là et ensemble, nous allons avancer et avancer et avancer encore. Très bien, Gani Anidé. L'aspect politique de ce gouvernement, je dirais simplement que le chef de l'État est resté dans sa logique. Constitution de grands blocs, vous êtes dans de grands blocs, vous avez la possibilité donc de figurer à ses côtés, sans quoi il ne vous calcule pas. Donc ça, c'est un message aux autres mouvements pour partis politiques, mettez-vous ensemble et puis vous aurez le poids, parce que la politique avant tout c'est un rapport de force. Merci. Elia Djiran. La politique du gouvernement, c'est d'inviter les gens à exister juridiquement, à pouvoir donc remplir les conditions pour exister en tant que parti politique et en réalité se mettre au service parce qu'il veut travailler avec tous les citoyens sans parti pris. Et je crois que les autres sont appelés donc à travailler pour se conformer à la loi, pour pouvoir amorcer le réel développement. Très bien. Merci Elia Djiran. Vous avez été journaliste ici à ETélé. Merci d'être venu. Gani Anidé, analyste politique. Merci également d'avoir répondu présent. Charles Olympio Seboka, vous êtes acteur politique, membre de l'Union progressiste. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci, c'est moi.